Amandine avait 36 ans. Une Parisienne comme tant d'autres. Active, cultivée, douce et toujours bienveillante. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital Bichat, et tout le monde l'appréciait pour sa patience et son sourire discret. Elle vivait à Saint-Ouen avec son mari, Julien, un informaticien à son compte, ambitieux mais un peu orgueilleux. Ils s'étaient rencontrés sur une application de rencontre, 8 ans plus tôt. Une belle histoire. En apparence. Au début, c'était l'amour fou. Ils parlaient déjà d'avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Amandine s'imaginait des dimanches dans un parc, des anniversaires à préparer, des petits pieds qui courent dans l'appartement. Mais très vite, les mois ont passé, puis les années. Rien. Pas de test positif. Pas de petit cœur qui bat à l'échographie. Juste le silence du vide. Ils ont consulté des spécialistes. De grands médecins à Paris. Et à chaque fois, les résultats étaient les mêmes. Julien est en parfaite santé. Amandine. Rien de probant, disait-il. On évoquait des troubles inexpliqués de la fertilité. Rien de concluant, mais toujours le même verdict. Elle n'arrivait pas à concevoir. Julien, lui, au début, était compréhensif. Mais plus les années passaient, plus son regard changeait. Il devenait distant, froid, ironique. Un jour, en plein dîner chez des amis, alors que la conversation tournait autour des enfants, il avait lâché, moqueur. Amandine est un modèle rare. Elle ne tombe jamais enceinte. Même les anges n'y arrivent pas. Tout le monde avait ri. Même elle. Mais ce soir-là, en rentrant, elle avait pleuré dans la salle de bain. Elle s'était regardée dans le miroir, en se demandant « Pourquoi moi ?» Elle aurait tout donné pour entendre un jour un enfant l'appeler « Maman ». Juste une fois. La tension avait monté dans le couple. Julien était de plus en plus absent. Il rentrait tard, parfois même les week-ends. Il disait qu'il bossait. Elle faisait semblant de le croire. Jusqu'au jour où elle avait trouvé un message sur son téléphone. « Tu mérites une vraie famille. Une vraie femme. Je te donnerai ce qu'elle ne peut pas. » C'était signé, Céline. Quelques semaines plus tard, Julien avait annoncé qu'il partait. « Je suis désolé Amandine. Tu es une femme formidable, mais je veux être père. Je ne peux plus vivre comme ça. » Et il est parti. Amandine n'a rien dit. Elle n'a pas crié. Elle ne l'a pas supplié. Elle a simplement répondu. « D'accord. Je te souhaite tout ce que tu cherches. » Mais ce que Julien ignorait, c'est que la vie n'avait pas encore dit son dernier mot. Ce que Julien ne savait pas, c'est que le destin se nourrit parfois du silence des femmes blessées. Après le départ de Julien, l'appartement semblait plus grand. Trop vide. Les murs résonnaient du silence laissé par un amour qui s'était évaporé sans crier gare. Amandine n'avait pas changé les meubles. Elle n'avait rien jeté. Elle n'avait pas pleuré devant les autres. Elle continuait d'aller à l'hôpital chaque jour, avec son sourire discret, ses gestes doux, son professionnalisme irréprochable. Mais au fond d'elle, une partie était morte. Les collègues avaient remarqué son air plus grave. On lui posait parfois des questions. « Ça va, Amandine ?» Elle répondait toujours. « Ça va, je suis juste un peu fatiguée. » Mais le soir, en rentrant, c'était toujours la même routine. Elle posait ses clés sur le meuble de l'entrée. Elle réchauffait un plat surgelé. Elle s'asseyait seule devant la télé sans vraiment regarder. Puis elle se glissait sous sa couette, priant Dieu ou le hasard de la faire oublier par la vie, juste un peu. Pendant plusieurs mois, elle s'est coupée de presque tout. Plus de réseaux sociaux. Plus de sorties. Même sa propre famille, elle la fuyait. Sa mère, pourtant si présente, lui avait laissé un message plein de tendresse un jour. « Ma fille, je ne sais pas ce que tu vis, mais sache que tu n'as pas besoin de porter ton chagrin seule. » Ce message, Amandine l'avait écouté 10 fois, mais n'avait jamais répondu. Puis, un jour, dans le service maternité où elle avait été exceptionnellement affectée pour remplacer une collègue, quelque chose s'est produit. Ou plutôt, quelqu'un est arrivé. Un nouveau-né, abandonné à la naissance. Une petite boule fragile, à peine 2 kilos, trouvée dans un carton devant l'entrée d'un commissariat du 18e arrondissement. Pas de mots. Pas d'identité. Rien. L'équipe l'avait surnommé Petit Prince. Il avait de grands yeux noirs, et un regard calme, presque adulte. Amandine s'était tout de suite attachée à lui. Chaque jour, elle passait un peu plus de temps près de son berceau. Elle lui parlait doucement, lui chantait des berceuses. Il semblait l'écouter. Il semblait la reconnaître.
Ce lien, elle ne pouvait pas l'expliquer. Il n'était pas logique. Il n'était pas médical. Il était viscéral. Un soir, alors qu'elle était seule avec lui, elle avait murmuré. « Tu es le seul qui ne me juge pas. Tu es le seul qui ne me demande rien, et qui pourtant me donne tout. » Elle avait pleuré. Pour la première fois depuis des mois. Des larmes vraies. Des larmes de femme, pas d'infirmière. Des larmes de mère, même si ce n'était pas encore vrai. Et c'est ce soir-là qu'une idée folle avait germé dans son esprit. Une idée dangereuse. Une idée que beaucoup jugeraient insensée. Et si, ce petit être avait été envoyé pour elle? Et si, elle devenait sa mère? Les jours passaient, et Amandine ne pouvait plus nier ce qu'elle ressentait. Petit Prince, comme tout le monde l'appelait à l'hôpital, devenait pour elle bien plus qu'un simple nourrisson abandonné. Elle connaissait maintenant le moindre de ses pleurs, la forme exacte de ses petits doigts, la manière dont il apaisait son souffle quand elle le prenait dans ses bras. Ce bébé, il avait réveillé en elle quelque chose de sacré. Une lumière qu'elle croyait éteinte pour toujours. Alors, un matin, elle prit son courage à deux mains et se rendit dans le bureau de l'assistante sociale de l'hôpital. Madame Clément, une femme rigide mais juste, l'écouta attentivement alors qu'Amandine, les mains tremblantes, expliquait son souhait. « Je sais que ça peut sembler fou, Madame Clément, mais je voudrais adopter ce bébé. Je suis sérieuse. Je suis prête à suivre toutes les démarches légales. » Madame Clément soupira longuement, croisa les bras, et répondit calmement. « Ce que vous demandez, Amandine, n'est pas impossible, mais c'est extrêmement complexe. Vous êtes en contact professionnel avec cet enfant, ce qui rend la situation très sensible. Il faudra vous retirer du service maternité immédiatement, passer devant un juge, prouver que vous êtes apte, stable, capable de prendre soin de lui. Et surtout, vous n'êtes même pas sur la liste des adoptants agréés. » Amandine avait baissé les yeux, la gorge nouée. Mais elle n'abandonna pas. « Alors je ferai tout. Les démarches, l'agrément, les évaluations. Tout. Mais je veux que ce bébé sache que quelqu'un l'attend. Que quelqu'un l'aime déjà. » Madame Clément l'observa un instant, puis lui tendit une brochure. « Commencez par ça. Et préparez-vous. Ce sera long. Et ça pourrait échouer. » Amandine avait hoché la tête. Elle savait à quoi elle s'engageait. Mais après tant d'années à souffrir en silence, pour la première fois, elle ressentait quelque chose de plus fort que la douleur, une conviction. Pendant plusieurs semaines, elle se lança dans les démarches. Elle assista à des réunions d'information sur l'adoption, remplit des dossiers interminables, accepta de recevoir chez elle des assistants sociaux qui épluchèrent chaque détail de sa vie. Revenus, logement, antécédents médicaux, état psychologique. Tout était passé au crible. Elle mit sa pudeur de côté. Elle ouvrit sa vie à des inconnus. Parce qu'au bout, il y avait une seule chose qui comptait, ce petit être, né dans l'abandon, qu'elle voulait appeler son fils. Mais alors qu'elle entamait les démarches, une rumeur arriva jusqu'à elle, comme un coup de vent glacé dans son dos. Quelqu'un d'autre s'était manifesté pour adopter Petit Prince. Un couple, marié, déjà agréé, vivant à Versailles. Et ce couple avait toutes les chances de l'emporter. Amandine se sentait à la fois déterminée et terriblement vulnérable. Tout son être était tendu vers un seul but, que Petit Prince devienne son fils. Pas par pitié, pas par besoin d'effacer son passé, mais parce qu'il y avait entre eux quelque chose de rare, d'invisible mais réel. Un lien que même les mots peinaient à expliquer. Mais cette nouvelle, cette rumeur, elle la foudroya. Un couple de Versailles, déjà agréé, tout ce que les services sociaux recherchent dans un dossier d'adoption. Elle savait ce que cela voulait dire. La procédure légale donnerait presque automatiquement l'avantage à ces gens, qu'elle n'avait jamais vus, mais qu'elle commençait déjà à craindre. Pas par jalousie. Non. Mais par peur. Peur qu'on lui arrache ce bébé. Peur que tout son effort n'ait servi à rien. Un soir, dans son petit salon de Saint-Ouen, elle s'effondra. Les papiers d'agrément en vrac sur la table, un mug de thé froid entre les mains. Elle regardait le vide, quand sa mère entra, sans frapper comme d'habitude. « Tu veux te battre contre des ombres, ma fille. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne, » dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. « Alors je fais quoi? Je laisse faire? Je laisse ce bébé partir avec deux inconnus? Tu sais ce que je ressens quand je le regarde? Il m'apaise. Il me complète. » Sa mère la regarda longuement, puis murmura. « Et s'il était venu pour ça, justement? Pour te reconstruire, même s'il repart? »
Tu ne peux pas forcer le destin. Mais tu peux lui montrer que tu es prête. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur d'Amandine. Elle comprit alors que le vrai combat n'était pas contre ce couple de Versailles, ni contre la loi, ni même contre l'hôpital. Le vrai combat, c'était d'aimer sans garantie de retour. D'être prête à tout donner, même si elle ne recevait rien. Alors elle reprit ses démarches, avec plus de force. Elle rédigea une lettre poignante au juge des affaires familiales, dans laquelle elle raconta tout. Son parcours de femme stérile, l'humiliation, l'abandon, et ce miracle silencieux qui était arrivé avec ce bébé sans nom. Elle y mit ses tripes, sa vérité nue, ses blessures. Mais elle n'y mit ni colère, ni accusation. Juste l'amour. L'amour d'une femme qui ne voulait pas d'un enfant pour combler un vide, mais parce qu'il était devenu une part d'elle. Quelques semaines plus tard, elle fut convoquée au tribunal. Face à un magistrat, froid mais attentif. Et là, elle le vit. Le fameux couple. Élégant. Souriant. Parfait sur le papier. Mais ce qu'Amandine ignorait encore, c'est que le destin, lui, n'écrit pas toujours avec des stylos propres. Parfois, il préfère les larmes. Le tribunal de Nanterre. Une grande salle aux murs froids, éclairée par une lumière crue, où le destin de dizaines d'enfants est souvent décidé en quelques minutes. Amandine, assise sur le banc à gauche, avait les mains moites et le cœur battant comme jamais. Face à elle, le couple de Versailles semblait parfaitement à l'aise. Monsieur portait un costume beige impeccable. Madame tenait un dossier bien rangé, posé sur ses genoux croisés. Il souriait légèrement, saluait avec politesse, répondait avec aisance aux questions du juge. Amandine, elle, n'avait pas préparé de grands discours. Elle n'avait pas de robe chic ni de mari à ses côtés. Elle avait juste sa vérité, son courage, et ce feu doux dans le regard quand elle évoquait Petit Prince. Quand le juge lui demanda « Madame Ferlet, pourquoi souhaitez-vous adopter cet enfant ?» Elle répondit calmement, mais sans détour. « Parce qu'il m'a sauvée. Avant lui, je n'étais qu'un corps vide. Aujourd'hui, je me bats pour lui comme je ne me suis jamais battue pour moi-même. Je sais que légalement, je n'ai pas tous les critères. Mais humainement, il est déjà mon fils. » Un silence. Le juge prit quelques notes. Pas un mot de plus. Il annonça que la décision serait transmise par courrier dans les jours suivants. En quittant le tribunal, Amandine sentit un vertige. Elle avait donné tout ce qu'elle pouvait. Le couple l'avait saluée poliment, mais sans grande chaleur. Dans leur regard, elle avait cru lire une certitude tranquille. C'est plié. Nous avons l'avantage. Elle rentra chez elle le cœur lourd. Elle ne mangea pas. Elle ne dormit pas. Pendant 4 jours, elle ne vécut qu'à moitié. Puis, l'enveloppe arriva. Une grande enveloppe blanche, sobre, à l'entête du tribunal. Elle hésita à l'ouvrir. Elle la posa sur la table. Tourna autour pendant de longues minutes. Puis, elle la déchira d'un geste sec, comme on arrache un pansement. Le courrier était bref. Après étude des dossiers et audition des parties, la garde temporaire de l'enfant X, dit Petit Prince, est attribuée à M et Madame D, résidant à Versailles. Elle relut la phrase 3 fois. Chaque mot était un coup de poing. Elle était seule. Elle avait perdu. Ils allaient venir le chercher. Bientôt. Ce soir-là, Amandine ne pleura pas. Elle ne cria pas non plus. Elle fit quelque chose d'encore plus fort. Elle alla à l'hôpital, une dernière fois, pour lui dire adieu. Dans la salle néonatale, elle le trouva endormi, les poings fermés comme s'il serrait déjà son destin. Elle le prit contre elle, le berça lentement, puis murmura « Je voulais te donner mon nom, ma maison, ma vie. Mais même si tu pars, sache que tu m'as déjà tout donné. Tu m'as appris que je pouvais aimer. Tu m'as prouvé que j'étais une mère, même sans grossesse, même sans papier. » Elle l'embrassa sur le front, déposa un petit bracelet en laine qu'elle avait tricoté, puis elle s'éloigna, les bras vides mais le cœur debout. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette histoire n'était pas terminée. Parce que parfois, le destin prend des détours pour mieux revenir. Les semaines passèrent. Le silence, d'abord pesant, était devenu une habitude pour Amandine. Elle retournait au travail, évitait les couloirs de la maternité, et surtout, elle évitait de prononcer son prénom intérieur pour ce bébé, Petit Prince. Mais malgré ses efforts, quelque chose clochait. Son cœur n'arrivait pas à tourner la page. Chaque nuit, elle rêvait de lui. Chaque jour, elle se surprenait à regarder les rayons de vêtements pour nourrissons. Il avait laissé une empreinte indélébile. Une blessure qui saignait sans crier. Puis,
Un matin de février, un appel inattendu changea tout. Madame Ferlet ? Ici le service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine. Nous devons vous parler d'un problème avec l'adoption de l'enfant X. Elle faillit lâcher son téléphone. Le couple de Versailles n'avait pas tenu plus de 2 semaines. 2 semaines à peine après l'accueil de Petit Prince, ils avaient contacté les services sociaux. La mère disait se sentir dépassée. Le père avait été vu en train de crier après l'enfant. Une assistante sociale s'était rendue sur place. Et le constat avait été accablant. Ce bébé pleure trop. Il ne nous reconnaît pas. Il ne dort pas bien. On pensait que ce serait plus simple. Ils avaient demandé à interrompre le placement, comme on rend un colis qui ne convient pas. Sans une larme. Sans un regret apparent. Amandine avait écouté tout ça sans un mot, les lèvres tremblantes, les yeux noyés. L'assistante sociale termina par « Nous savons que vous étiez très investie. Et, en toute franchise, madame, le conseil a été bouleversé par votre lettre. » Un silence. Accepteriez-vous de le rencontrer à nouveau ? Officiellement cette fois. En tant que candidate à l'adoption. Elle ne répondit pas tout de suite. Le cœur battant. L'âme entre la peur et la lumière. Puis, d'une voix calme, elle dit « Je ne veux pas le rencontrer. Je veux le ramener à la maison. » Et c'est ce qu'elle fit. 3 jours plus tard, elle le retrouva dans un centre d'accueil temporaire. Il avait changé. Il était un peu plus maigre, un peu plus nerveux. Mais dès qu'il la vit, il tendit ses petits bras, comme s'il la reconnaissait enfin. Comme s'il n'avait jamais oublié son odeur, sa chaleur, sa voix. Amandine le serra contre elle. Et dans ses yeux, elle n'y vit plus une douleur à réparer, mais une vie à bâtir. Elle avait perdu la première bataille. Mais elle venait de remporter la guerre que seul l'amour pouvait gagner. Et pourtant, tout n'était pas encore terminé. Car une nouvelle ombre allait bientôt surgir, le retour inattendu de son ex-mari. Amandine venait à peine de savourer ses premières vraies semaines de bonheur maternel. Petit Prince, qu'elle avait fini par appeler Milan, s'adaptait parfaitement. Il riait. Il dormait enfin. Il avait repris du poids. Il semblait renaître dans cet appartement de Saint-Ouen, transformé pour lui. Chaque jour, elle tenait un petit carnet où elle notait ses progrès. Premier rire, premier vrai ro, a tenu sa tête toute seule. Elle ne voulait rien oublier. Pas une miette de ce miracle. Mais un après-midi, alors qu'elle rentrait des courses, une silhouette l'attendait au pied de l'immeuble. Julien. Son ex-mari. Même allure, même regard arrogant. Mais il avait perdu de sa superbe. Il portait une veste usée, un jean mal taillé, et une barbe mal rasée. « Salut, Amandine. » Elle resta figée. Elle ne l'avait pas revu depuis le divorce. Depuis la phrase. Celle qu'elle avait gravée au fer rouge dans sa mémoire. « Tu n'es même pas foutu de me donner un enfant. » Elle n'avait jamais oublié. Mais elle avait survécu. « Qu'est-ce que tu fais là ? » J'ai appris. Pour le bébé. Par ta sœur. Elle l'a dit à ma mère. Je voulais te féliciter. Il parlait doucement, mais elle sentait dans ses yeux une sorte de trouble. Une gêne. Un doute qui l'inquiétait. Tu veux me féliciter ? Après tout ce que tu m'as craché ? Tu te souviens de ce que tu m'as dit avant de partir ? Il baissa les yeux. J'étais en colère. Je regrette, ok ? Je ne savais pas que ça allait te blesser à ce point. Elle eut un rire sec. Tu pensais que je ferais quoi ? Que je t'enverrais une carte de remerciement. Puis, il posa la question. Ce bébé, c'est vraiment une adoption ? Il est pas à toi, biologiquement ? Elle sentit ses entrailles se nouer. Il n'avait pas changé. Il voulait savoir. Fouiller. Jauger. Comprendre s'il avait raté quelque chose. Si elle avait menti. Si elle avait triché pour devenir mère. Il est à moi. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Mais Julien n'était pas venu que pour féliciter. 3 jours plus tard, elle reçut une lettre d'un avocat. Il demandait à établir un test ADN. Julien prétendait que le bébé pourrait être de lui. Qu'il avait le droit de savoir. Amandine comprit alors que son combat n'était pas terminé. Il allait falloir protéger Milan non seulement contre l'indifférence du monde, mais aussi contre l'ego blessé d'un homme qui avait tout détruit. Et ce qu'elle allait découvrir allait encore plus la bouleverser. Amandine fixa longtemps la lettre de l'avocat sur sa table de cuisine. Le papier semblait peser 1 tonne. Julien demandait un test de paternité.
C'était absurde. Milan n'était pas son fils biologique. Elle le savait. Les services sociaux aussi. C'était un enfant abandonné, sans mère connue, sans père déclaré. Mais Julien, dans son orgueil blessé, cherchait autre chose. Il ne voulait pas un fils. Il voulait une revanche. Elle consulta rapidement son propre avocat, Maître Leroux, un homme calme et droit. Il lut la lettre, soupira et dit « Juridiquement, il n'a aucun fondement. Il n'a aucun lien avec l'enfant. Mais, s'il insiste, s'il provoque un doute au tribunal, ça peut ralentir l'adoption définitive. » Elle ferma les yeux. Encore un obstacle. Encore un combat. Et si je faisais ce test? Juste pour en finir? L'avocat hésita, puis acquiesça. Quelques semaines plus tard, les tests furent réalisés. De manière encadrée. Officielle. Milan, endormi dans ses bras, ne comprenait rien à ce monde d'adultes qui se disputaient autour de son existence. Puis le verdict tomba. Incompatibilité totale. Aucun lien génétique. Julien reçut les résultats en main propre. Ce jour-là, il appela Amandine. Sa voix tremblait un peu. Je suis désolé. J'étais sûr. J'ai pensé que peut-être, pendant la fin de notre couple, tu avais... Non Julien. Je ne t'ai jamais trompé. Pas une seconde. Et je suis devenue mère sans t'avoir besoin. Et tu sais quoi? C'est 1000 fois plus beau ainsi. Il voulut répondre. Mais elle raccrocha. Elle pensait que c'était terminé. Mais quelques jours plus tard, un message anonyme fut déposé dans sa boîte aux lettres. Une simple feuille imprimée. Pas de signature. Tu crois vraiment qu'ils t'ont laissé cet enfant par hasard? Regarde de plus près son dossier. Tu risques d'être surprise. Elle sentit un frisson glacé lui remonter la colonne. Qui avait écrit ça? Julien? Une personne du foyer? Une infirmière jalouse? Elle hésita. Puis, un soir, alors que Milan dormait paisiblement, elle ressortit son dossier d'accueil. Elle lut chaque ligne, chaque annotation, chaque date. Et là, une phrase attira son attention. L'enfant a été retrouvé emmailloté dans une couverture brodée avec les initiales AF. F. Amandine Ferlet. Elle sentit ses mains trembler. Elle n'avait jamais vu cette information. Ou alors, elle l'avait oubliée dans sa douleur du début. Elle se précipita dans son grenier, ouvrit un vieux carton où elle gardait les affaires de bébé qu'elle n'avait jamais pu utiliser. Et là, son cœur s'arrêta. Une couverture identique. Brodée à la main. Cadeau de sa grand-mère. Et soudain, un doute vertigineux l'envahit. Et si ce bébé était bien son fils biologique? Le cœur battant à tout rompre, Amandine fixait cette couverture brodée. Même tissu. Même motif. Même couture discrète dans l'angle droit, faite par sa grand-mère décédée quelques années plus tôt. Elle n'avait plus de doute, c'était la sienne. Et celle qu'on avait trouvée avec Milan à l'hôpital. Mais alors, comment? Pourquoi? Le choc était tel qu'elle en oublia de dormir. Toute la nuit, elle tenta de reconstituer les événements. Elle se souvint de cette journée, 4 ans plus tôt, où elle avait été hospitalisée en urgence pour une fausse couche supposée tardive. Les médecins avaient parlé de complications, d'un fœtus non viable, d'un curetage en urgence. Mais elle n'avait jamais vu ce bébé. Jamais pu le porter. Pas même une échographie après l'intervention. Et maintenant, Milan apparaissait, quelques années plus tard, avec sa couverture personnelle autour du corps. Le lendemain matin, elle retourna à l'hôpital de Neuilly, celui où elle avait été soignée. Elle demanda à voir son ancien dossier médical. L'administratrice, d'abord réticente, lui répondit que certaines pièces étaient classées confidentielles, suite à une décision judiciaire concernant une plainte déposée par son ex-mari à l'époque. Une plainte? Quelle plainte? Il avait demandé une interruption forcée de grossesse pour risque vital pour la mère, selon le certificat médical qu'il a fourni. Amandine sentit son monde s'écrouler. Elle comprenait peu à peu. Julien, son ex-mari, avait organisé quelque chose. Un mensonge. Une manipulation. Peut-être même un vol d'enfant déguisé en perte médicale. Elle consulta un avocat spécialisé en bioéthique. L'homme accepta de faire une demande d'accès complet au dossier, y compris les pièces scellées. Et quelques jours plus tard, le couperet tomba. Selon le rapport de l'époque, un nourrisson vivant était né prématurément, mais placé sous tutelle temporaire sans que la mère biologique ne soit avertie.
La raison invoquée? État psychologique instable de la mère signalé par le conjoint. Julien. Encore lui. Il l'avait fait passer pour inapte. Il avait signé, menti, falsifié des documents, pour faire disparaître un bébé qu'il ne voulait pas. Mais ce bébé avait survécu. Il avait été abandonné anonymement, puis placé. Sans que personne ne remonte jusqu'à elle. Amandine s'effondra. Ce bébé qu'elle avait aimé comme une bénédiction. C'était bien son fils. Son propre sang. Et tout le monde lui avait menti. Elle aurait pu s'arrêter là. Pleurer. Maudire le sort. Mais non. Elle releva la tête. Car une vérité manquait encore. Comment Milan avait survécu. Et qu'il avait placé à cet endroit, avec sa couverture. Et cette réponse, elle allait bientôt l'obtenir. D'une voix qu'elle n'aurait jamais pensé réentendre. Quelques jours après la révélation du dossier, Amandine reçut un appel d'un numéro inconnu. Madame Ferlet? Je suis l'ancienne sage-femme de l'hôpital de Neuilly. Je m'appelle Nora d'Acosta. Je vous dois la vérité. Sa voix tremblait. Vieillie. Fatiguée. Mais sincère. Ce que je vais vous dire pourrait me coûter cher. Mais je ne dors plus la nuit depuis 4 ans. Amandine sentit son souffle se couper. Nora raconta. Le jour de l'accouchement, Amandine était sous sédation. Julien, son mari, avait présenté un faux certificat médical indiquant que la mère n'était pas en état d'accueillir l'enfant. Il avait convaincu le personnel que le bébé risquait de grandir dans un environnement instable. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le regard de Nora. Elle avait vu le nouveau-né, entendu ses cris. Et elle avait senti au fond d'elle que quelque chose clochait. Elle avait voulu alerter. Mais la direction l'avait fait taire. Alors, une nuit, poussée par sa conscience, elle avait pris une décision folle. Elle avait sauvé le bébé. Elle avait glissé la couverture brodée dans laquelle il avait été reçu à la naissance. Elle l'avait laissé, discrètement, à l'entrée d'un autre hôpital, en s'assurant qu'il soit découvert, bien pris en charge. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais qu'il serait adopté par une bonne famille. Mais le destin vous l'a ramené. Et j'en pleure encore. Amandine, bouleversée, n'arrivait plus à parler. Elle pleurait en silence. Cette femme, cet inconnu, avait été l'ange gardien de son enfant. Une voix dans le désert. Un cœur qui avait résisté au système. Elle la remercia, longuement. Puis raccrocha. Le lendemain, elle alla chercher Milan à la crèche. Elle s'accroupit, le serra dans ses bras, et lui murmura. « Tu sais mon cœur, tu ne m'as jamais quitté. Même quand on m'a menti, même quand on t'a pris. Tu es revenu. Parce que rien, ni personne, ne pouvait casser le lien qu'on partage. » Et ce soir-là, dans leur petit appartement, elle rangea tous les documents, tous les papiers, tous les souvenirs. Elle ne voulait pas qu'il grandisse avec le poids de cette histoire. Elle voulait qu'il grandisse libre, aimé, fier. Et lorsqu'il apprit à dire « maman » quelques mois plus tard, ce fut la plus douce des victoires. Pas contre un homme, mais contre l'injustice. Parfois, la vie semble se liguer contre nous. Elle nous vole, nous trahit, nous brise. Parfois, ceux qu'on aime deviennent nos bourreaux. Et parfois, on croit avoir tout perdu, alors qu'en réalité, le destin préparait notre plus grande victoire. Amandine n'était pas qu'une femme blessée. Elle était une mère que rien ni personne n'a pu éloigner de son enfant. Pas le mensonge, pas la loi, pas le temps, pas même la douleur. Elle a traversé les ténèbres, seule, humiliée, jugée. Mais à la fin, la lumière est revenue. Et cette lumière portait un nom simple, doux, puissant, Milan. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'un combat. C'est celle d'un lien invisible, indestructible, entre une mère et son enfant. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez jamais. L'amour vrai ne demande pas la permission. Il ne connaît ni abandon, ni frontières. Il revient. Toujours. Même après l'impossible.